t'es pas passionné par le fait d'être avocat alors que tu vas commencer ta carrière, mais qu'est-ce que ça va être dans 5 ans, et qu'est-ce que ça va être dans 10 ans, et qu'est-ce que ça va être dans 15 ans, et ça va être horrible. Ce que je dis souvent par contre, c'est un peu une phrase de footballeur. Si on m'avait dit que j'en serais là quand j'avais 24 ans, j'aurais signé tout de suite. L'entrepreneur, en fait, il voit une étoile que les autres personnes ne voient pas. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Parole d'AST. Je suis très content aujourd'hui de recevoir Jean-Baptiste Achard, qui est le cofondateur de Staff.me. Il va nous raconter un petit peu son expérience entrepreneuriale. Jean-Baptiste, salut. Salut. T'as suivi des études de droit, ensuite t'es allé à l'ESSEC, ensuite t'as monté en parallèle ta boîte. J'ai trop hâte que tu nous racontes tout ça parce que Staff.me, ça a un peu grandi en parallèle de quand moi je commençais à sortir d'école, donc j'ai bien regardé ça et je suis trop content que tu aies accepté notre invitation aujourd'hui pour parler de ton parcours. Est-ce que tu peux te présenter aux gens qui nous regardent ? Bien sûr. Du coup, Jean-Baptiste Achard, j'ai 33 ans et je suis donc le fondateur du groupe Staff.me que j'ai monté avec Amaury, mon associé, il y a maintenant 8 ans, en 2016. Et puis à côté, j'ai aussi une activité de papa. Je suis papa de 3 petites filles. Ah ouais. Et voilà, donc ça demande aussi un peu de temps. Ce qui est un job à temps plein voilà, aussi. Bon, exactement. okay. D'ailleurs, je ne savais pas comment le présenter. Est-ce que je disais je suis papa de 3 enfants et à côté entrepreneur ou... Voilà, moi j'en ai qu'un, mais je te confirme que je compatis complètement. Donc, l'idée c'est qu'on reprenne un petit peu ton parcours, que tu nous racontes les petits éléments déclencheurs, parce qu'à la base, sauf erreur, tu n'étais pas du tout prédestiné à devenir entrepreneur d'une aussi grosse boîte a fortiori. Tu peux nous raconter un petit peu ton parcours post-bac, déjà reprendre au bac, et à quel moment tu te dis que tu vas prendre des études d'avocat, puisque à la base t'es parti en droit. Bien sûr, alors moi j'ai toujours été correct à l'école, c'est-à-dire j'étais bien mais sans plus. Je suis allé jusqu'à un bac S. Pourquoi un bac S ? Parce que je viens d'une famille, j'ai un père ingénieur, une mère prof, et ça semblait la voie la plus classique si on voulait pas trop se poser de questions. Donc bac S, néanmoins j'ai jamais été très très bon en maths et donc j'ai jamais prétendu accéder à des prépas ou des choses comme ça, notamment en maths sup. Et par contre j'étais passionné de tout ce qui est politique, affaires publiques, sociaux, éco et tout. Et donc je voulais plutôt aller à Sciences Po, et je m'étais dit en gros soit j'ai Sciences Po Paris, je suis quelqu'un qui aime bien prendre des choix un peu radicaux, donc je me suis dit soit j'ai Sciences Po Paris, soit je n'irai pas à Sciences Po. Je voulais pas les autres Sciences Po. Donc j'ai pas eu Sciences Po Paris, et donc je me suis retrouvé à Assas en droit, en me disant c'est une bonne alternative quand on aime l'histoire, les sciences politiques, etc. C'est une bonne alternative. Donc j'arrive post-bac à Assas, on est en 2009, et là en fait je vais passer les années un peu les unes après les autres, toujours dans la même configuration, c'est-à-dire correct mais sans plus. Donc je passe à 10, 11, jamais de rattrapage, et quand il faut, c'est ça qui est un peu la particularité de mon parcours, si je puis dire, c'est que quand il fallait mettre un petit coup de collier, parce qu'il fallait, pour accéder par exemple au master, ne plus avoir 10 mais avoir 14, je sais pas par quel miracle, mais je me mettais un petit coup de pied au cul et j'arrivais à avoir 14. Donc j'ai fini jusqu'à arriver en droit public, master 2. Et puis après mon master 2 en droit public, j'ai passé en fait l'école du barreau. Ok, alors là tu vas un peu vite. Donc et les SEC. Ok, donc je t'arrête un peu qu'on reprenne. À ce moment-là, est-ce que tu es persuadé que tu vas devenir avocat ? Est-ce que à force d'avoir fait un an, puis un an, puis un an, tu te dis voilà, maintenant c'est ça, je vais être avocat, et puis voilà. Alors que de base, tu t'étais jamais vraiment trop posé la question. Ah non, en vrai, c'est complètement le fait d'avoir passé les années qui a fait que je suis arrivé jusqu'à passer le barreau. Je me suis jamais, ça m'a toujours intéressé, parce que en fait la fac de droit c'est un endroit de savoir, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des profs de très grande qualité, surtout à Assas, et donc ça m'a vraiment toujours intéressé. J'ai jamais été passionné, j'ai jamais fait le petit truc en plus, l'extra mile sur le droit, mais ça m'a toujours intéressé, et donc assez naturellement, ne me posant pas trop de questions, je passais les années les unes après les autres. Et en fait, après la L1, il y a la L2, après la L2, il y a la L3, et ainsi de suite, jusqu'au Master 2. Et en fait, après le Master 2, à part refaire un autre Master 2 ou alors partir en recherche, il y a on passe le FB. Et donc, moi, assez naturellement, j'allais passer le FB, et puis ça correspondait aussi. Mon groupe d'amis, en fait, était des gens que j'avais rencontrés à la fac, donc plutôt des gens qui se destinaient à être avocats.
Voilà, donc je l'ai fait assez naturellement sans aspect vocationnel. Tu avais quand même l'option que finalement tu as saisie, mais que tu aurais pu saisir avant, qui était de faire les admissions sur titre. Les admissions sur titre que tu pouvais faire dès la L3. Est-ce que à cette époque, en 2012-13, est-ce que c'est déjà dans ta tête ou est-ce que c'est un truc qui est venu après? Et non, pourquoi c'est venu? C'est complètement venu après. Parce que je pense qu'à cette époque-là, alors ça remonte un peu, parce que maintenant ça fait 12 ans, ça ne rajeunit pas, mais je pense qu'à cette époque-là, je trouve quand même un intérêt dans le droit et j'ai envie un peu de pousser l'expérience pas le plus loin possible, parce que je ne suis pas allé jusqu'au doctorat, mais en tout cas, j'ai envie de pousser l'expérience un peu plus loin. Et notamment, ce qu'il faut dire, c'est que moi, j'étais en droit public, donc ce qui me passionnait pour le coup, ce qui vraiment m'intéressait profondément, c'était tout ce qui était droit constitutionnel, histoire constitutionnelle, droit parlementaire. Passionnant. Mais qui sont des choses, le problème est qu'ils ne mènent pas vers des métiers, en fait. Ouais, c'est ça. À part, c'est un intérêt intellectuel, quoi. Oui, et puis à part, oui, peut-être prof de droit constitutionnel, il y a pas vraiment d'avocat en droit constitutionnel. Droit parlementaire, à part être assistant parlementaire, ce que j'ai fait d'ailleurs comme stage pendant mes études, c'est pas des choses, c'est pas des choses qui mènent vers une carrière. Donc en fait, quand vous faites ça et que vous voulez devenir avocat, vous devenez avocat en droit des contrats administratifs. Et là, pour moi, c'était vraiment beaucoup moins marrant. Okay. Je me suis dit, je me vois pas toute ma vie faire du droit des contrats administratifs. C'est-à-dire travailler sur des contrats de marché public, de construction, de stade, de je ne sais quoi. Alors juste pour te contredire un tout petit peu, j'espère que tu m'en voudras pas trop, on a reçu à ce même micro Bertrand Perrier, bien sûr. Qui du coup, lui, en a fait son métier, mais je suis d'accord que c'est un peu lui, niche. il est pas publiciste, il est publiciste. Alors écoute, je crois pas. Moi. Ok, d'accord, très bien. Non, je crois pas, je pense non, que en tout cas, ouais, c'est ça, t'as tout à fait raison. Mais en tout cas, effectivement, pour dire que c'est des métiers dans lesquels il n'y a pas beaucoup de débouchés, et donc tu continues malgré ça, et on est d'accord qu'à ce moment-là, tu décides d'intégrer l'ESSEC, tu es toujours sur un projet de devenir avocat, parce que tu vas passer le FB en même temps, en fait. Oui, exactement. En fait, l'ESSEC, je pense que je me dis, à cette époque-là, je me dis, ah bah tiens, je vais me trouver un peu une porte de sortie du droit pour pouvoir faire autre chose qu'avocat. Mais quand je passe l'ESSEC, par contre, la façon dont je présente mon dossier quand j'arrive à l'ESSEC, c'est vraiment parce que j'ai appris de ceux qui... Évidemment, je vais avoir des copains qui avaient fait la même chose que moi 1 an ou 2 ans avant. C'est que j'arrive avec un speech très clair qui est le suivant, qui est de dire, en fait, j'ai fait 5 ans de droit, je suis un expert du droit et je ne connais rien au métier du chiffre. Et pour autant, dans le monde d'aujourd'hui, je sais que pour être un bon avocat, il faut combiner la connaissance du droit, évidemment, mais aussi du monde de l'entreprise, savoir lire un bilan comptable, connaître les fondamentaux de la finance, ce genre de choses. Et donc, j'arrive en leur disant, si je veux devenir un avocat de droit public des affaires complet, eh bien, j'ai besoin de l'ESSEC pour compléter ma formation, qui est une formation qui n'est que juridique. Et donc, en fait, c'était très logique. Et du coup, que ce soit dans ma lettre de motivation, que ce soit dans mon jury au moment de l'admissibilité, tout ça, c'était un pitch qui était parfait et qui est très bien passé. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai eu, je pense. Moi, ce qui m'intéresse de comprendre, c'est qu'à ce moment-là, tu sais déjà que c'est un peu faux. Enfin, c'est pas 100% faux, mais tu sais déjà que tu as une porte ouverte. Potentiellement, en fait, je pense que c'est difficile de se remettre dans la situation dans laquelle j'étais, mais je pense que déjà, quelque chose avait un peu germé en moi de me dire, si t'es pas passionné par ce que tu vas faire avant même de commencer à le faire, c'est-à-dire si t'es pas passionné par le fait d'être avocat alors que tu vas commencer ta carrière, mais qu'est-ce que ça va être dans 5 ans, et qu'est-ce que ça va être dans 10 ans, et qu'est-ce que ça va être dans 15 ans, et ça va être horrible, en fait. Et donc, je me disais... il faut prévoir un plan B. Il faut que je prévoie un plan B. Okay. Faut que je prévoie un plan B. Parce que là, sinon, ça va pas le faire. Là, tu prépares les concours, tu intègres l'ESSEC, donc une très belle école. Il y avait à ce moment-là un partenariat entre ta fac et l'ESSEC, donc ce qui fait que ton profil, il était aussi apprécié parce que c'est des profils d'excellence. Le master dans lequel tu étais à SAS, tu peux nous redire lequel ? C'était droit public approfondi. Ok, donc c'est un master qui est très réputé. C'est un master de recherche, donc c'est assez particulier aussi. C'est beaucoup de gens qui vont faire après des thèses ou qui vont passer les concours administratifs. Donc l'ENA, anciennement, avant l'ENA, maintenant c'est l'IFP, je crois, ou d'autres concours administratifs. Et donc donc j'étais dans ce master-là, et en fait il se trouve qu'à l'époque, je sais pas comment c'est maintenant, mais il y avait
je crois, 8 des... il doit y avoir une trentaine de Master 2 Assas. 8 des Master 2 Assas avaient un partenariat avec l'ESSEC, ce qui faisait que vous étiez on était directement admissible. Shortlisté, ouais, c'est ça. On était admissible, mais on devait quand même passer les deux... on devait quand même constituer un dossier. Et on devait aussi passer Taj Mahal et TOEIC. Ok. Donc ça, tu le prépares. T'excelles pas là-dedans. Enfin, tu as des scores qui sont corrects. Mais du coup, l'idée, c'est que tu viens défendre un projet hyper construit, hyper solide. Et donc, finalement, ça plaît au jury. Exactement. Tu arrives à l'ESSEC. Donc, tu es toujours à 50%, je continue avocat, à 50%, je voudrais bien faire autre chose. Mais tu dois quand même passer le barreau. Enfin, en fait, je le passe au même moment. En fait, ce qui se passe, c'est que je suis en Master 2, du coup. Donc, le Master 2 de septembre à juin, si on fait l'année universitaire. Au printemps, du coup, je passe l'AST, j'ai l'ESSEC et je prévois le même été de passer le barreau. Et donc, je commence aussi à préparer le barreau. Et en fait, il se trouve que l'été, je passe le barreau, je réussis à avoir le barreau. Et donc, je me retrouve en septembre à avoir les deux, à la fois le FB et l'ESSEC. Et ça, il y a un aménagement ou pas? Et ça, du coup, il y a un aménagement et je me retrouve... Parce que je me dis, en fait, le problème, ce qui va se passer, c'est que j'ai envie de faire les deux. Parce que maintenant que j'ai eu les deux, autant aller jusqu'au bout. T'aimes bien aller au bout du truc, j'ai l'impression. J'aime bien aller au bout des choses. Autant faire les deux. Et donc je me dis, si je mets l'ESSEC, puis ensuite le FB, ça va prendre des plombes, quoi. J'ai déjà 5 ans d'études. Je vais faire 3 ans à l'ESSEC. Et le FB, c'est 2 ans? Et le FB, c'est 1 an et demi. Okay. Et donc je me dis, il faut que je trouve un moyen de faire l'un dans l'autre et l'autre dans l'un, si je puis dire. Et donc, en fait, je trouve qu'il y a une filière qui s'appelle ESSEC Droit, qui permet en fait de justement faire une partie de l'EFB à l'ESSEC et du coup de faire en même temps l'ESSEC et le FB. Parce que le FB, c'est 3 fois 6 mois. Il y a 6 mois, ce qu'on appelle le PPI, donc projet personnel ou projet, je sais plus quoi, individuel, qui peut être soit des études, soit un stage. Donc ça, tu le fais à l'ESSEC, c'est ça? Ça, je le fais à l'ESSEC. Après, il y a 6 mois qui est pour le coup les cours à l'EFB. Et après, il y a 6 mois de stage final. Et donc en fait, il y a 6 mois que j'ai réussi à... tu peux faire le même stage pour ESSEC et pour EFB et tu comptabilises, il me semble, oui, en effet, ton expérience en stage final en tant que UVEP. Là, donc là, ça c'est pour la partie barreau, mais ce qui est hyper intéressant, c'est que toi, en fait, au fur et à mesure, au début de l'ESSEC, tu commences à plus vouloir être avocat. En fait, exactement. Et ça, c'est là. Ça, je pense que c'est vraiment le compagnonnage avec des entrepreneurs où je me rends compte qu'il y a autre chose que le droit, et que avocat d'affaires, etc. Je me dis, mais en fait, il y a des gens, ils sont entrepreneurs, ils lancent des boîtes, ils lancent des projets. Moi, j'ai une autre partie un peu de ma personnalité, c'est que j'ai toujours été assez geek, très, très nouvelle techno, gros fan d'Apple depuis toujours, donc a toujours acheté le dernier iPhone. C'est pas une Apple ta montre là? Non, et ça j'ai changé il y a 6 mois, mais tu vois, j'aurais pu venir avec mon Vision Pro, j'ai toujours eu les derniers trucs, et ça m'a toujours passionné. Et je vois en fait tous ces gens qui montent des projets techno, et je pense notamment à un copain qui était à l'époque chez The Family, qui après monte sa boîte chez The Family, et je vois tout cet univers et je me dis mais c'est passionnant, et en fait j'ai l'impression que je découvre un truc qui m'intéresse beaucoup plus que ce que j'ai fait jusqu'alors dans mes études. Surtout à une époque où vraiment il y avait une hype autour des startups. Enfin, c'était tout ce qui était incubateur, le wagon, The Family. Il y avait vraiment, c'était le début, c'était 2015, ça grouillait pas mal, ça commençait. Et donc toi, tu te laisses prendre un peu à ce jeu? Et donc je me laisse prendre à ce jeu, je commence à essayer un peu d'aider des copains, je me dis ah tiens en fait je vais sélectionner, donc on a ce fameux à l'ESSEC, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait on construit à chaque trimestre on sélectionne ses cours. Parcours à la carte. Voilà, et avec un système où on doit bider sur certains cours pour pouvoir les avoir, etc. Bref, c'est un système assez complexe. Et moi je me dis ok, je vais me construire un parcours qui va être vraiment au-delà des majeurs que je suis obligé de prendre, et de la partie ESSEC droit que je suis obligé pour faire le FB. Je vais me prendre vraiment que des cours entrepreneuriat, etc. Et je vais me faire un peu une sorte de track entrepreneuriat. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Et c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit, en fait, il faut y aller, quoi.
faut que tu te lances. Là, faut te lancer. T'as une idée à ce moment-là ou c'est juste Pas faut du se tout. lancer quoi? Non, pas du tout. À ce moment-là, c'est vraiment faut se lancer. Et j'en parle du coup à quelqu'un qui viendra mon associé et pour lequel la rencontre est assez décisive. Donc Amaury Desverlanges qui est une personne qui est plus âgée que moi, qui a 20 ans de plus que moi et qui à l'époque est avocat et avec qui je travaille. Comme un peu comme son staffeur, donc c'est mon travail étudiant. À côté de mes études, je travaille 10-15 heures par semaine avec lui pour l'aider sur un dossier en particulier. C'est le premier staffeur de Staffmate, quoi. D'une certaine manière, on peut dire ça. Et il se trouve que j'en parle avec Amaury, puisque en plus de très bien le connaître, parce que c'est un peu mon référent professionnel, c'est la personne avec qui j'ai le plus travaillé, lui a un double parcours, c'est-à-dire qu'il a été... donc il est avocat, il a monté une première boîte aux États-Unis quand il avait 28-29 ans, donc première start-up qu'il a revendue. Ensuite, il a monté une deuxième qu'il a revendue et ensuite il est redevenu avocat. Okay. Lui, c'est le vrai entrepreneur pur, quoi. Voilà, et avec ce côté sur une partie alternatif, avocat, entrepreneur, à nouveau avocat. Et je me dis, moi, c'est hyper intéressant parce que nous, on se connaît par le côté avocat. Mais je vais l'interroger sur justement mes désirs entrepreneuriaux, qu'est-ce qu'il en pense. Et je lui ai dit, voilà, Amaury, j'ai un plan super clair, mais j'aurais voulu en parler avec toi parce que peut-être que tu peux me conseiller sur le sujet. Et je lui dis, voilà, moi, donc tu sais, je suis à l'ESSEC, etc. L'entrepreneuriat, ça m'intéresse. Mais bon, il faut que j'aille jusqu'au bout des choses. J'aime bien aller au bout des choses. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais finir mon barreau, je vais devenir avocat. Je vais exercer pendant 3 ans, juste pour être sûr que je ne veux vraiment pas faire ça. Et puis, au bout de 3 ans, je vais monter ma boîte. Qu'est-ce que tu en penses ? Et là, il me regarde et il me dit je pense que tu te trompes complètement. Ouais, et je pense qu'il a raison. Et je pense qu'il a eu 100% raison. Il me dit tu te trompes. Pourquoi tu te trompes ? Parce que, en fait, dans 3 ans, qu'est-ce qui va se passer ? Et tu auras un certain niveau de vie. Tes amis, ils auront un certain niveau de vie, ils vont commencer à gagner leur vie. Donc, quand ils vont vouloir partir en vacances, ce ne sera pas la même chose qu'aujourd'hui. Et puis, quand tu es avocat, tu n'as pas le chômage. Donc, en fait, c'est un saut dans le vide. Et toi, peut-être que tu auras commencé, je ne sais pas, à vouloir acheter un premier appartement. Peut-être que tu vas avoir un premier enfant. Enfin, il y a plein de choses de la vie qui font qu'en fait, tu vas être coincé. Et surtout, tu vas continuer à être avocat et tu vas être très malheureux. Et donc, il m'a dit, le meilleur moment pour que tu le fasses, c'est maintenant. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tu es étudiant. Tu manges des pâtes, donc tu vas continuer à manger des pâtes. Si ça marche pas, tu auras perdu 1 an et demi et personne t'en voudra. Tu vas revenir sur le marché du travail et tu vas revenir peut-être comme avocat et tout le monde se dira, en fait, même s'il n'a pas réussi, il aura énormément appris. Et il m'a dit, la troisième raison, c'est que moi, là, j'ai 45 ans et ça fait 5 ans que j'ai pas entrepris. Et globalement, peut-être que dans les prochains mois, ça m'intéresserait de reprendre quelque chose. Et donc, si tu veux, on peut y réfléchir ensemble. Et en fait, j'ai vraiment saisi cette main tendue et on s'est dit, OK, réfléchissons à des projets. Et tout ça pour dire que en fait, Staffmate au départ, c'est surtout une idée d'association. Et après, on s'est mis à chercher ce qu'on allait faire. Mais au début, on n'avait pas du tout d'idée il n'y a aucun de nous deux qui est arrivé en disant ce sera comme ça, j'ai telle idée, viens, faisons-la ensemble. Donc le gars, il te change la suite de ton parcours. Ouais. Parce que, il te dit, ce que tu avais prévu de faire les 3 premières années, tu vas pas le faire. Et 2, il te dit, et en plus de pas le faire, tu vas faire un autre truc, mais avec moi. Exactement. Et en fait, ton mindset, là, tu as dû ressortir de ce rendez-vous en te disant, OK, il y a tout qui est chamboulé. Et maintenant, go chercher une idée, quoi. Voilà. Bon, après, au début, je me dis un peu, en fait, tu sais, quand tu es dans ces situations-là et que tu finis tes études, tu as l'impression que il faut que tu gardes le plus longtemps possible ouvert le champ des possibles. Et moi, en plus, je suis quelqu'un comme ça, j'ai eu beaucoup de mal à me dire, je le sais, parce que c'est une situation que je me répète souvent, choisir c'est renoncer, mais j'ai beaucoup de mal à renoncer. Ouais, à un moment, il faut y aller, quoi. Il y a un moment, il faut y aller. Et donc, à cette époque-là, je pense que je me berce encore un peu d'illusion pendant 3-6 mois, où je me dis, en fait, je vais encore réussir à tout faire. Donc, la semaine, je serai avocat, ou peut-être 4 jours par semaine, je serai avocat. Et puis, pendant 3 jours, je vais monter une start-up à côté. Et je pense que c'est possible. Et donc, le processus de se dire, OK, en fait, non, maintenant, je renonce en fait, à devenir avocat et je me mets à 100%
sur ce projet entrepreneurial, c'était pas à la sortie de son rendez-vous. Ça a pris plus de temps. Mais j'y suis arrivé. Donc, au fur et à mesure, vous commencez à vous voir, j'imagine, de temps en temps, des petites réunions de travail. Exactement, on travaille. Alors, ça m'intéresse grave. C'est comment tu te dis, maintenant, go trouver un secteur, go trouver une idée. Comment tu fais concrètement ? Et ça, tu fais plusieurs choses. Nous, je dirais les 2 choses principales que tu fais, c'est la première, tu réfléchis à tout ce qui est compliqué dans ta vie. Ce qu'ils appellent les pains, les Américains. Les pains, exactement. Je me suis dit, est-ce qu'on fait un... Est-ce qu'on en fait start-upper non, mais c'est exactement les pains. C'est vraiment, tu passes en revue toute ta vie, mais du matin où t'enfiles ton caleçon au soir ou après t'être brossé les dents, où est-ce que je me dis que l'expérience, elle est pas ouf, où je pourrais vraiment l'améliorer. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est beaucoup plus basique, c'est qu'on allait voir tous les jours tous les projets qui levaient des fonds aux US. Donc, on regardait tous les projets qui levaient des fonds en seed aux US, donc les premières levées de fonds. Et on regardait et on se disait, OK, est-ce qu'il n'y a pas un concept qu'on pourrait importer ? Comment tu trouves ça de manière concrète pour ceux que ça intéresse ? TechCrunch, donc TechCrunch qui est un site aux US qui référence toutes les levées de fonds. Ils ont notamment un site, ils ont une sorte de base de données liée qui s'appelle Crunchbase, où il y a vraiment tout, et tu peux regarder tous les jours et tu regardes et tu vois, et en fait ça te permet de voir les tendances. Oui, parce que le pain US, souvent, il a 2-3 ans d'avance sur le pain français. Exactement. En tout cas, ça s'est beaucoup passé comme ça. C'est exactement ça. Et tu as beaucoup de très belles boîtes européennes qui sont en fait des copycats de boîtes US. Ouais, moi j'avais bossé pour la petite histoire dans une boîte qui s'appelle Lazada, qui était le copycat Asie du Sud-Est d'Amazon. Enfin, toute l'histoire de l'entrepreneuriat, c'est d'aller s'inspirer de ce qui se passe et ensuite de le monter à ta sauce parce qu'évidemment, tu l'harmonises. C'est pas le même marché du travail en France qu'aux US, etc. Donc, là, tu es en train de me dire qu'en fait, il y a une boîte qui faisait un peu ça, c'est ça ? Et non, parce que comment on a fait ? On a vraiment regardé les pains et les levées de fonds. Ouais. Et je ne sais pas comment te dire comment l'idée est arrivée. Il n'y a pas un matin où on s'est dit, tiens, ce sera ça, ou un matin, l'un de nous deux qui s'est dit, je ne sais pas. Et peut-être que j'ai fait un espèce de blackout sur cette partie-là, mais on me pose souvent la question, mais comment c'est arrivé l'idée ? Je sais pas. En vrai, honnêtement, je ne sais pas. Je pense à plein de choses. Moi, j'ai toujours bossé quand j'étais étudiant. J'ai toujours trouvé ça compliqué. La relation qu'on avait avec Amaury, elle est un peu de ça, de cette relation, job ponctuel que tu fais pendant tes études. Amaury, lui, il avait monté sa première boîte. C'était une plateforme de mise en relation entre des avocats et des particuliers aux US. Pour quand un particulier a un besoin, parce qu'aux US, on est dans une société qui est beaucoup plus judiciarisée que la nôtre, et donc tu as tout le temps besoin d'un avocat, et les avocats étaient à l'époque, donc c'est 99, 2000, dans des annuaires. Et donc lui, il avait monté la plateforme pour te mettre en relation. C'est déjà de la mise en relation, en fait. Et c'était déjà de la mise en relation. Donc je pense qu'en fait, il y a tout ça, plus aussi une époque qui est vraiment l'époque des marketplaces. C'est les premières années d'Uber. Si après on parle des plateformes, c'est l'arrivée de Deliveroo, Airbnb. On est vraiment sur l'ère de la marketplace. Et donc nous, on se dit comment on peut faire un truc qui réunisse tout ça. Mais il n'y a pas un matin où on se lève et tout est clair. C'est-à-dire qu'on itère à partir de cette idée-là. Et je me rappelle qu'au début, on se dit, on va faire travail étudiant, on va le faire en B2C et B2B. Donc à la fois, j'ai besoin d'un déménagement pour mon canapé. Je sais parce que j'ai des pitchs que j'ai encore, que j'avais fait à l'ESSEC. Où je disais, voilà, non, c'était pour monter un meuble Ikea à Cergy. Et je fais appel à un étudiant qui va me le monter. Donc ça, c'est très B2C. Puis en fait, assez vite, on part sur le B2B parce qu'on se rend compte sur le B2C, il y a déjà du monde et que ça pose plusieurs problèmes. Alors attends, on va y revenir. Là, on tourne un peu autour du pot, mais c'est ma faute. C'est qu'en fait, on n'a même pas expliqué ce que faisait StaffMe. Je te demande l'exercice du coup que tu as dû faire 1 milliard de fois. Est-ce que tu peux nous pitcher un peu en 1 minute ce que fait ton entreprise ? Ok. Alors StaffMe, aujourd'hui, c'est 3 entreprises. Donc on parlait du groupe StaffMe. Il y a le projet principal, le projet initial et le projet le plus important. C'est donc l'application StaffMe Jobs. C'est une application qui permet aux jeunes et moins jeunes, mais plutôt des jeunes, de trouver des missions ponctuelles. Donc concrètement, dans des entreprises. Donc concrètement,
il y a une entreprise qui a un besoin de renfort, par exemple, le samedi parce que c'est les soldes, et ben, il va aller sur StaffMe, il va déposer une offre. Et à ce moment-là, en quelques minutes, il va être mis en relation avec Joachim qui est disponible pour venir aider. Parfait. Et nous, on s'occupe de toute la partie mise en relation, puis ensuite de toute la partie facturation paiement. Quel enfer. Donc tu pour les entreprises et pour ceux qui travaillent. À l'entreprise. Deuxième pôle. Deuxième pôle, c'est l'académie, donc StaffMe Academy. L'idée, c'est d'offrir de la formation à ces jeunes qui sont inscrits sur la plateforme pour les faire monter en compétences. Formation pour ajouter des lignes à leur CV, donc ça va aller de la prise de parole en public à fondamentaux de la vente, fondamentaux du marketing. Donc ça, c'est une première activité de StaffMe Academy. Et la deuxième, c'est de permettre aux entreprises de recruter des personnes formées par nous. Parce qu'elles ont eu un label et du coup, elles sont plus performantes le jour où elles vont venir dépanner, quoi. Ouais, exactement. Trop intéressant. Troisième. Et la troisième, c'est une société d'insertion. Donc ça, il y en a deux en l'occurrence. Il y en a une dans le Val-de-Marne et une à Marseille, qui s'appelle l'accélérateur et le propulseur. Et là, l'idée, c'est qu'on a un partenariat avec l'État, au terme duquel l'État nous dit « Ok, vous prenez en charge un certain nombre de jeunes qui sont en grande difficulté socio-professionnelle et vous allez créer un parcours pour les remettre dans l'emploi durable ou pour les mettre dans l'emploi durable. » Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est que donc, on a 150 jeunes dans le Val-de-Marne et une trentaine à Marseille. Et donc, c'est qu'en fait, on leur permet d'accéder à la plateforme StaffMe pour trouver des offres de job. Et à côté, on a un programme d'accompagnement avec des travailleurs sociaux qui vont les aider dans toutes les démarches socio-professionnelles. Donc, ça va être tout ce qui est sur le côté plus sociaux et accès aux aides, accès aux soins, accès au logement, parce qu'il y en a certains qui sont sans logement. Et sur l'aspect professionnel, c'est vraiment débriefer les missions, voir s'il y a des secteurs qui intéressent, construction du CV, parce que l'idée, c'est que ce soit un tremplin, cette période, pour qu'à la fin, ils trouvent un emploi durable. Donc là, on est un peu au terme. En quelques chiffres, tu peux nous dire ce que c'est? Ouais, aujourd'hui, c'est une centaine d'employés sur ces 3 structures. On travaille sur la partie StaffMe Job de 12 000 entreprises clientes. On a près d'1 million de jeunes qui sont inscrits sur la plateforme. Sur la partie formation, on forme 5 000 personnes par an. Et sur la partie insertion, on accompagne à peu près 150 jeunes par an. Ouais, ce que tu viens de dire, Val-de-Marne, Marseille, ça a vocation à atteindre d'autres villes, ce process? Oui, alors c'est pas quelque chose qu'on va faire at scale parce que c'est hyper important dans l'insertion d'apporter un soin très 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 précis à ces personnes, parce qu'en fait chaque situation de vie est hyper différente et si tu veux aider ces personnes-là, il faut vraiment s'intéresser à la personne. Et donc là on a développé le Val-de-Marne, Marseille, on regarde pour développer Paris et je pense que voilà, on y va tranquillement. Donc c'est une réussite impressionnante. Peut-être qu'il faut prendre du recul, mais des boîtes qui ont des centaines de salariés rentables, sauf si je me trompe, mais rentables, qui se sont construites petit à petit et tout, c'est une vraie belle réussite. Je suis vraiment trop content que tu puisses expliquer ton process. Donc si on revient un petit peu en arrière, tu es dans ta chambre à Cergy, tu as réussi à convaincre, c'est lui qui t'a convaincu, ton futur associé, de te lancer. L'idée vous est un peu tombée sans qu'on puisse trop expliquer comment, mais bref, maintenant ça y est, on va mettre en relation des boîtes qui ont un besoin avec des jeunes qui veulent offrir des heures de travail, 2, 3, 4, 10 heures par semaine. Comment on passe de ça à ce que tu viens de nous dire, centaines de salariés? Alors, je pense que grandes étapes là. Je pense que le plus intéressant, c'est vraiment le tout début. Tout démarre les premiers jours, quoi. Ouais. Et ça, je voudrais vraiment démystifier l'entrepreneuriat parce que souvent on se dit, mais, il a dû faire un truc de dingue et tout. Et en fait, non. Enfin, honnêtement, nous, ce qu'on a fait, pour être très transparent, on a fait 2 landing pages. Enfin, on a fait du coup un site avec une landing page à destination des entreprises et une landing page à destination des étudiants. Parce qu'à l'époque, c'est que des étudiants. Mais parce que toi, tu as le problème de la marketplace. Si tu as des entreprises qui ont besoin de gens mais qu'il n'y a personne, c'est pas bon. Si tu as des gens qui veulent offrir leur service, tu as un double problème d'affluence. Donc, on essaye vraiment de réfléchir à comment on va s'adresser à chacun des publics. Mais ça, ça nous prend... parce on affine bien le truc. Et donc, on réfléchit bien à quels sont les éléments qu'on va mettre en avant, etc. Donc ça, on arrive, on a nos deux landing pages, notre site internet. Et là, on se dit, OK, comment on fait pour avoir les premiers clients, les premiers étudiants et tout.
Donc évidemment, alors à l'époque, on utilise Facebook. Donc chacun, tous les deux, on met un message en disant voilà, vous avez remarqué qu'on travaille dur depuis quelques semaines. Aujourd'hui, on peut le dire, StaffMe est né. Voilà le concept, etc. Vous êtes une entreprise, contactez-nous. Vous êtes un étudiant, inscrivez-vous sur le site. On va avoir bientôt des missions, etc. Donc ça, on fait ça. Et on a 400 likes parce que tous nos copains sont trop contents, mais pas d'inscrits, quoi, globalement, enfin, ou très, 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 très peu. Et on se retrouve donc avec Amaury, on est un vendredi soir et on se dit, OK, comment on va faire? Et là, on poste en fait le site, on publie un message sur un groupe qui doit toujours exister, mais qui était très important à l'époque, qui s'appelle Wanted Bon Plan, qui était un groupe Facebook avec quasiment, je crois, 2 millions de personnes. Enfin, c'était un truc assez dingue. Là, les gens doivent nous prendre pour des dinosaures parce qu'on parle de trucs. J'ai l'impression de nos parents. T'as connu Wanted Bon Plan? Moi, oui, mais nos parents qui parlaient dans nos années, on n'avait pas Internet, on devait faire ceci. J'ai non, l'impression que c'est la même chose. Et on poste... Mais Wanted Bon Plan, tout le monde est passé dessus. Voilà. Et aujourd'hui, j'imagine, tu pourrais le faire, je sais pas, sur Snap ou un truc comme ça. Et on poste un message en disant, pour le coup, beaucoup plus bullish, en disant je suis un étudiant et j'ai découvert ce truc, c'est trop bien, il y a des centaines de missions, ça me permet de travailler et tout. Beaucoup moins en mode rendez-moi service. Exactement. Mais beaucoup plus en mode ne ratez pas l'opportunité de votre vie. Quoi. Exactement. Et là, on fait la même chose côté entreprise. Et tu as toujours zéro off pour l'instant quand tu dis ça. Zéro off, bien sûr. Okay. Et ça, c'est un vendredi soir, je m'en rappelle très bien. On le fait à 18h, un peu en mode bon, on va voir ce que ça donne. Moi, je pars, je vais dîner chez des copains. Et là, Amaury m'appelle et il me dit c'est la folie, faut que tu désactives le message. On a genre 400 étudiants qui se sont inscrits. Et on a 4 entreprises qui ont déjà des besoins pour genre demain et après-demain et ainsi de suite. Et vraiment, c'est parti comme ça. Incroyable. Et il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'il y avait 2 landing pages et on faisait vraiment le process. C'était, on avait 2 typeforms, donc 2 questionnaires sur le site pour récupérer d'un côté les demandes des entreprises et de l'autre côté pour faire une sorte de profil de l'étudiant. Donc on lui demandait nom, prénom, secteur dans lesquels tu souhaites travailler, dans lesquels tu as de l'expérience et tout. Et ensuite, pour faire le matching, en gros, on faisait des filtres sur Excel pour faire matcher les profils des étudiants avec les demandes des entreprises. Mais à la main, quoi. Mais totalement à la main. Et après, donc, on faisait ce filtre. Donc, par exemple, imaginons une entreprise a dit « Je suis à Paris 9e, je cherche un commis de cuisine demain. » On allait sur la base des étudiants, on faisait commis de cuisine, Paris dans un certain périmètre, donc personne qui est à 10 km autour de Paris 9. Et disponibilité demain. Ça a affiché une certaine liste de personnes. Et là, tu les appelles. Là, on prenait... Ah, mais non, c'est trop long de les appeler. Donc, on copiait les numéros. Moi, j'avais e-message sur mon ordi. Je copiais les numéros. Je collais dans e-message. Et on avait un modèle de SMS tout prédéfini pour que ça fasse un truc très templatisé, comme si c'était super automatique. Nouvelle opportunité mission... type commis de cuisine, Paris 9, enfin lieu Paris 9, répond oui 24 pour accepter ou répond non pour refuser. On envoie, on prend le premier qui répond oui 24, on regarde à qui correspond le numéro dans la base et on fait un mail à l'entreprise en lui disant voilà, c'est machin qui viendra vous aider. On fait un mail à l'étudiant en lui disant c'est dans telle entreprise que tu dois aller et ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment le MVP. Mais avec ça, juste pour te donner un ordre d'idée, on lève 500 000 €. Au bout de 1 mois, je passe sur BFM Business, sur la matinale. Alors, ok, c'était genre le 12 août. En août, il n'y a personne. Et donc, ils étaient contents. Non, on exagère. Non, mais ça reste ouf. Mais ok. Ça reste ouf. Avec en plus des questions de type, le journaliste qui dit, voilà, vous avez développé un algorithme de matching très, très performant pour offrir des jobs par SMS aux étudiants. Ça prend 2 minutes. Et moi, j'étais là, oui, c'est très performant. Et c'est vrai que on offre des jobs en 2 minutes par SMS aux étudiants, etc. Et ça nous permet en fait de vraiment croître. Et en parallèle, en fait, de développer. Donc, on lève de l'argent. Avec cet argent, on développe en fait la plateforme qui sera live 6 mois après. Mais pendant 6 mois, on est vraiment que à la mano avec ces systèmes d'envoi de SMS où on grille des cartes SIM. Et vous êtes que 2 à ce moment-là? Non, en fait, parce que très vite, moi, je vais appeler plein de copains à la rescousse, notamment de l'ESSEC, en leur disant
les gars, là, je suis sur un truc, ça prend super vite. Toi, je sais que tu avais ton stage, mais finalement, ça n'a pas marché. Vas-y, viens, je te prends en stage. On trouve un moyen en auto-entrepreneur. Et donc, à la fin, on fait, je crois, 75 000 euros de chiffre d'affaires sur le mois de décembre 2016, juste sur le mois. Donc, 75 000 euros, 15 000 euros de marge, de commission. Et on est 5 dans une pièce, un mini bureau qu'on avait loué dans un coworking. Et à commencer, je sais pas, à 7h du mat jusqu'à 22h dans une ambiance de dingue. C'est la vraie start-up comme on l'imagine. Exactement, le chaos, des coups de téléphone dans tous les sens. Un copain qui est devenu avocat maintenant et qu'on avait mis sur la partie facturation. On l'appelait Facturator. C'était le gars, il recevait les trucs sur sa boîte mail, il avait son son, il écoutait de la epic music, genre de World of Warcraft, et il faisait des factures toute la journée, et des virements, et des factures et des virements. Mais là, on parle de ce qui marche, mais t'as dû avoir des plantages, t'as dû avoir le gars, le commis de cuisine qui vient pas, qui a Bien oublié. sûr. Tu le connais ni d'Ève ni d'Adam, ton commis de cuisine. Ah bah non, je connais personne. Non, donc, mais qu'est-ce que tu fais au début? C'est la start-up. Donc, c'est vraiment si tu fais tout. T'as eu des plantages à gérer, des trucs. Bien sûr. Et tu sais comment ça se passe. En gros, sur mon 3e client, j'ai eu un plantage. Donc évidemment, c'est un copain. Donc le gars m'appelle et me dit putain, le gars, il est censé être lui-même à une start-up et donc ça le fout dans la merde. Il faisait de la livraison de repas. Il me dit le gars, il devait venir. Qu'est-ce qu'il fout? Je comprends pas. Il était attendu à 11h30. Nous, c'est notre plus gros jour de la semaine. C'est le Burger Day. On doit faire les burgers. Comment je fais? Tu me fous dans la merde. Je dis tu vas toi? Évidemment. Ouais. Ah ouais. Je lui dis mais t'es où là? T'es là, ok, bon bah vas-y, bouge pas, t'inquiète, j'arrive. Et donc là t'as fait des burgers que n'a pas fait ton staffer. Exactement. Et du coup gratuitement pour l'entreprise, parce que moi je n'osais même pas demander. Et t'as un système justement maintenant, j'imagine que t'as amélioré le truc, mais si un gars a planté, il perd du crédit. Exactement. Comme ça, alors très vite en fait, au bout de 6 mois, on passe sur un système, donc vraiment au bout de 6 mois on a la plateforme. Au bout de peut-être au bout d'un an après, on a l'application et après c'est une marketplace, système de notation, etc. Mais pourquoi je raconte tout ça? Parce que souvent je vois beaucoup de gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui réfléchissent énormément, qui font des mock-ups dans tous les sens, qui réfléchissent à tout ce qui pourrait se passer, tout. Qui construisent un produit, qui dépensent des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros dans un produit, et puis qui après se lancent sur leur marché. Et en fait, il n'y a pas de marché, quoi. Ouais, c'est clair. Et moi, je suis là, mais en fait, l'entrepreneuriat, les gars, c'est aller sur le terrain, c'est vendre. C'est un juste équilibre à trouver, si je peux me permettre, parce que je partage tout à fait ce que tu viens de dire. Mais d'un autre côté, si tu t'es lancé trop tôt et que tu as un peu grillé l'effet un peu momentum du lancement, tu peux pas reposter un message wanted 2 semaines après si jamais t'as pas été à la hauteur au début, je trouve. Enfin, il y a un équilibre à trouver. Imagine, t'as un gros client qui t'appelle. Tu viens de commencer. Tu peux peut-être avoir ce dilemme, peut-être que ça t'est arrivé, un dilemme de dire, eux, ils sont trop gros. On risque de les décevoir à ce moment-là de la boîte. Je préfère les rappeler dans 3 mois quand je serai plus calé, quoi. C'est possible. Mais ça, c'est un problème de riche, quoi. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que je vois beaucoup de gens qui en fait rêvent l'entrepreneuriat. Ouais. Donc ils sont dans un incubateur dont ils ne sortent pas pendant des semaines à lire des articles de YC, de Y Combinator, à regarder des vidéos sur l'entrepreneuriat, à penser à des tas de choses, alors que l'entrepreneuriat, c'est d'abord sortir sur le terrain, présenter son produit à ceux qu'on pense être ses utilisateurs et récolter du feedback. Et générer des premiers euros. C'est possible, ouais. Donc là, tout à l'heure, tu parlais de CA et marge. Ce que vous appelez CA, c'est ce que paye l'entreprise. Exactement. Mais il y a une grosse part, évidemment, de tout ça qui va à la personne qui a travaillé. C'est un 80-20. Okay, c'est un 80-20, donc c'est 80... En gros, nous, on prend 20% de commission au titre des frais de service sur l'intégralité de ce qui est payé par l'entreprise. Donc 20%, ça inclut le fait d'avoir trouvé la bonne personne pour la bonne mission et le fait d'avoir géré toute la paperasse. Exactement. Donc c'est ça. C'est ça. Du coup, tu te retrouves assez vite à te dire que tu vas devoir lever des fonds. Ça m'intéresse de comprendre, parce que tout à l'heure, tu as dit on a levé des fonds sur un projet un peu, entre guillemets, débutant. Quel est l'arbitrage qui te fait dire il faut lever des fonds? Première question. Combien? Ouais. Comment on valorise une entreprise qui n'a pas d'existence? Enfin, ça, c'est hyper intéressant si tu peux expliquer ça. Alors, nous, on décide très vite de lever des fonds
parce qu'on se dit il faut qu'on construise quand même la plateforme. Notre idée, c'est de se dire on veut pas être sur un modèle serviciel de mise en relation, serviciel dans le sens où on assisterait énormément la mise en relation. On veut que ce soit très automatisé via une plateforme. On pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir passer à l'échelle et vraiment développer une très belle boîte. Et donc, on se dit très vite, il faut qu'on lève un peu d'argent pour notamment développer cette plateforme. Donc, dès les premiers jours, dès les premières semaines, on se dit, OK, en même temps que le lancement, on va commencer à rechercher des business angels pour financer cette plateforme. Il se trouve que par le réseau d'Amaury, qui avait plus de réseau du fait de son expérience professionnelle que moi, et puis aussi des premiers clients qu'on a sur StaffMe, qu'on arrive à convaincre qui sont des entrepreneurs, on lève, je pense, on lance l'entreprise l'histoire de Wanted Bon Plan et tout, ça doit être en avril, fin avril, et on close en juillet. Donc très vite, on lève 500 000 euros. Comment on détermine le montant ? En fait, on le détermine par rapport à notre besoin pour construire cette plateforme et comment on valorise l'entreprise. C'est assez... nous, à l'époque, en fait, ce qu'il faut, c'est que tu regardes combien tu es prêt à laisser de l'entreprise. Tu fais le calcul à l'envers, en fait. Exactement, à tes futurs investisseurs. Et nous, il me semble qu'on était à 15% ou quelque chose comme ça. Donc, ça va faire une valo à quasi 3 millions. Quoi. Mais en fait, faut oser. Ça veut dire que toi, enfin, je me mets à ta place, hein, mais vraiment, c'est gros respect. Mais en mars ou en février, il n'y a pas grand-chose. En avril, il commence à y avoir un embryon de quelque chose. Ouais. Et en mai, tu dis, les gars, moi, j'ai une opportunité à vous proposer. C'est 500 000 pour 15%. Ouais. Et là, il faut tenir droit dans ses bottes parce que toi, tu sais que derrière, en fait, c'est du bricolage dans le bon sens du terme. Oui, mais c'est aussi pourquoi ils nous font confiance. Parce qu'ils voient... Et ça en revient à mon histoire de il faut aller sur le terrain, il faut vendre, parce qu'ils voient qu'il y a de l'attraction. Même c'est minuscule. Mais ils se disent, là, c'est la première semaine, ils l'ont lancé, ils ont eu 3 clients. Semaine après, ils en ont 6, après, ils en ont 9, après, ils en ont 12, et ainsi de suite. En fait, il n'y a pas de problème. Il y a un marché, et dans 5 ans, et ils ont eu raison, puisqu'on y reviendra peut-être, mais du coup, l'entreprise a été revendue, et du coup, ces business angels ont fait un retour sur investissement important. Ils ont eu raison de nous faire confiance à ce moment-là. Alors, excuse-moi si la question est con, mais parce que je veux vraiment qu'on comprenne. Mais là, est-ce que tu as une option qui est l'option banque ou est-ce que tu n'as que l'option dilution de capital ? On ne pense pas trop à l'option banque. Tu peux toujours avoir l'option banque, tu peux toujours emprunter. Je pense qu'à l'époque, on se dit que c'est quand même plus simple. Et je pense que ça l'est toujours, de convaincre un business angel que de convaincre un banquier. Quoi. Et j'imagine c'est un pool, c'est pas un business angel, mais non, c'est plusieurs. Il y avait une quinzaine. Ah quand même, ok. Ouais. Et donc, t'as maintenant, à partir de ce moment-là, ton activité, elle change, j'imagine. Pour développer ta plateforme, tu dois recruter des profils un peu plus tech. Exactement. Donc, faut parler à des gars qui parlent pas forcément ton langage. Et j'imagine que maintenant, tu fais pour la première fois du reporting à des gars. Oui, alors après, c'est des business angels qui étaient très... Ils étaient très sympas. Ok. Très sympas. On est rentré dans la phase plus reporting avec les fonds d'investissement. En fait, 1 an et demi après, ou 1 an après. Un an. En gros, ça c'est 2016 et en 2017, on lève avec des fonds. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on rentre plus dans une phase de reporting. Mais avec les business angels, c'était très... on les tenait au courant 1 fois par mois. Voilà, on leur faisait un petit message en leur expliquant comment ça se passait. Mais ils n'étaient pas du tout contraignants sur l'aspect reporting. Donc pendant 6 mois, le temps qu'en parallèle ta plateforme se monte, tu fais tout à la mano. Ouais. La plateforme se monte, j'imagine, avec les bugs, etc. Et au final, aujourd'hui, tu as une plateforme où, là, pour le coup, on peut le dire, c'est automatique. Oui, exactement. Okay. Et ça a été très vite tout automatisé. Hein. Je pense au bout d'1 an. On a eu tout. Après, les grandes étapes, on a eu l'application mobile. Ouais. Donc ce qui nous a permis d'arrêter le SMS, parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait le SMS, ça coûte cher. C'est trop bien, mais ça coûte extrêmement cher. Et donc on a eu un moment, je me rappelle, nous on dépensait énormément en SMS. Donc au début on faisait avec les cartes SIM. Donc ça, le problème c'est qu'à la fin on était blacklistés chez tous les opérateurs, parce qu'en fait on grillait des cartes SIM, on prenait des cartes SIM illimitées, on envoyait des tas de SMS. Et donc, ils étaient alertés. J'imagine qu'ils ont des systèmes quand ils voient un gars qui achète une carte SIM et qu'on voit, je sais pas, 3000 SMS sur ces 2 premiers jours, ils se disent, oula, il y a un problème.
Donc, ils nous bloquaient. Donc ça, on a fait ça au début. Et puis après, c'était plus tenable parce que concrètement, on devait tout le temps racheter des cartes SIM et on se faisait bloquer de plus en plus vite parce que j'imagine qu'ils arrivaient à nous repérer beaucoup plus facilement. Le mail, c'était pas dans les options? Non, le mail, c'était pas dans les options. Ça permet pas d'avoir cette instantanéité. Okay. Donc, on passe sur des providers de SMS plus classiques où on peut faire du volume. Mais là, pour le coup, c'est genre 3-4 centimes le SMS. Et donc, très vite, on se retrouve avec des sommes... On avait 25 000 euros de SMS par mois. J'étais là, mais c'est complètement fou cette histoire. Et donc là, à ce moment-là, on passe sur Messenger. Parce qu'on a l'application mobile n'est pas encore prête. Donc on passe sur Messenger. On fait de l'envoi automatique via Messenger d'émissions. Et puis en fait, dès que l'application arrive, on fait du classique notif. Ok. Et donc là, toi, tu vends, j'imagine, à tes business angels sur un business plan. Ouais. Tu as parlé de l'attraction, mais eux, ce qui les intéresse, c'est aussi de voir l'année prochaine, on sera là, etc. Rebelote avec les fonds. Tout à fait. Donc là, pourquoi tu changes, pourquoi tu passes à un fonds? C'est que le volume est plus gros. Oui, le montant est plus important. À ce moment-là, on lève 3 millions d'euros après un an d'existence. Et là, oui, le montant est plus important. Donc, naturellement, on se tourne plus vers des fonds. Et là, on leur présente quelque chose qui est assez original pour l'époque, puisqu'on leur dit, nous, ce qu'on veut faire, c'est une boîte qui soit rentable. Et, ce qui, à l'époque, est un truc complètement délirant dans les startups. Et on leur dit, nous, l'idée, c'est que d'ici 2 ans, on soit rentable. Donc, on est en 2017. On leur dit, d'ici 2019, on sera rentable. Et de façon assez extraordinaire, en travaillant beaucoup et bien, on arrive en 2019 à l'équilibre. Et c'est là qu'on se dit, OK, maintenant qu'on est à l'équilibre, qu'est-ce qu'on peut faire pour, en fait, agrandir notre proposition de valeur? Et c'est à ce moment-là donc, qu'on lance l'académie et le programme d'insertion. Ok. Et excuse-moi, j'ai une idée qui me vient, excuse-moi. Mais du coup, là, tu n'es qu'en France pour l'instant et c'est toujours le cas ou pas? Ouais, c'est toujours le cas. Ok. Alors, parce que tu as une proposition qui peut intéresser plein de pays, en fait. Oui, sauf que, en fait, on est sur un truc qui est très lié au droit du travail et à la façon dont on opère. Et en fait, il n'y a pas d'uniformisation sociale en Europe. C'est-à-dire que la façon dont on travaille en Allemagne n'est pas la même que la façon dont on travaille en Belgique, qui n'est pas la même de la façon qu'on travaille en France, en Espagne, etc. Et donc, c'est tout de suite plus dur. À la différence de, par exemple, si j'avais un logiciel, je peux le vendre dans tous les pays. Si c'est par exemple un logiciel d'envoi de mail, les mails, ils s'envoient de la même manière en France, en Allemagne, partout dans le monde d'ailleurs. Et donc, je peux vendre ma plateforme partout très facilement. Parce que la facturation, elle est automatique aussi. Nous, exactement. Toute la partie facturation-paiement est automatique. Et quand on dit facturation, c'est si on est dans le cas de l'intérim, un bulletin de paie pour l'intérimaire. Si c'est dans le cadre de l'auto-entrepreneur, une facture. Tout ça, c'est très propre à chaque pays. Donc, c'est beaucoup plus difficile de développer sur des modèles comme ça qui sont très, très propres à un pays, de se développer en Europe. Et puis surtout, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que la France, sur le marché du travail temporaire, c'est un marché de 25 milliards. Donc, c'est un marché immensissime. C'est le 2e marché ou le 3e marché, je crois, au monde pour les agences d'intérim, à tel point que quand elles font leur classification, elles disent on a les États-Unis, enfin l'Amérique, on a l'Europe, l'Asie, l'Afrique et la France. Ouais, et dans les grosses boîtes qui sont Adecco, Manpower, Randstad, la France est une région en tant que telle, parce que le business du travail temporaire en France est très très important. Mais raison de plus du tour de fin, une manière supplémentaire de voir le tour de force que tu as réussi, c'est que vous avez réussi à créer une boîte qui est devenue référence dans le travail temporaire, alors que c'était un marché qui existait déjà, dans lequel il y avait déjà des acteurs. Enfin, alors, ils ne faisaient pas exactement ce que tu faisais, mais j'imagine que toi, ça devait te travailler de te dire, je dis au pif, mais si un jour Adecco ou Randstad décident de faire ce qu'on fait, ils ont une force de frappe qui est immense par rapport à nous. Sauf qu'en fait, ils le font vraiment à l'ancienne. Adecco, ils ont des agences partout sur le territoire. Ils le font bien. Hein. Mais c'est pas du... Enfin, déjà, c'est pas les mêmes types de prestations. Nous, il y a vraiment Nous, c'est vraiment du travail. Je dis souvent, c'est du travail à la carte. C'est-à-dire que... en fait... et puis, on inverse aussi un peu le rapport de force. C'est... voilà, moi je suis dispo, je mets mes dispos, je suis dispo le jeudi après-midi, et la semaine d'après en fait je suis dispo que le mardi et le mercredi. Et en fait les entreprises vont proposer des missions et moi je prends ou je prends pas en fonction de si je suis dispo ou pas dispo. Et ça
Ça, c'est une façon de consommer le travail, une expérience de travail qui est très, très différente et qui est très novatrice, mais qui, je pense, correspond parfaitement à notre génération. On est la génération du now, quoi. Genre, on a besoin on veut tout de suite, et on a maintenant, avec le digital, les moyens de l'obtenir. Et le travail, c'était un des seuls, en tout cas c'est le constat qu'on a fait à l'époque et qu'on continue à faire, c'était un des seuls domaines dans lequel tu n'avais pas cette expérience de l'instantanéité, du on-demand. C'est-à-dire que le travail, si tu voulais travailler, avoir un petit job étudiant, tu devais aller déposer ton CV, tu devais aller dans un centre commercial et déposer ton CV dans 4 enseignes, après être appelé, faire un entretien, enfin bref, il n'y avait aucune notion d'instantanéité. Alors même que sur des missions courtes, ponctuelles, dans pas mal d'industries, c'est quelque chose qui marche totalement. Et du coup, là, tout à l'heure, tu disais, aujourd'hui, vous avez 12 000 entreprises partenaires. Votre objectif, j'imagine, c'est de continuer ça. Est-ce que vous avez des objectifs, alors sans dire forcément les chiffres, etc., mais toi, tes KPI, c'est quoi? C'est entreprises partenaires et inscrits étudiants, c'est ça? C'est ça, et puis surtout matching, quoi, enfin activité. Mission réalisée. Donc nous, ce qu'on regarde beaucoup, la North Star métrique, comme on dit, c'est le nombre d'équivalents temps plein. C'est-à-dire qu'en fait, on prend toutes les heures qui ont été réalisées via la plateforme sur le mois et on le divise par ce que représenterait un équivalent temps plein. Donc une personne qui travaillerait à temps plein, par exemple 35 heures si c'est sur une semaine, 7 heures si c'est sur une journée, 151 heures si c'est sur un mois. Et on regarde à combien de TP on est. Et en fait, ça nous donne... C'est marrant parce que c'est un de nos premiers business angels, Jean-Philippe Ecketsweiler, qui m'a dit ça. Il m'a dit, quand on a commencé, il m'a dit le jour où vous aurez réussi à être à 600 ETP, vous pourrez considérer que vous avez réussi votre boîte. Parce que ce sera comme si vous aviez une boîte, entre guillemets, de 600 personnes. En tout cas, il y a 600 personnes chaque jour que vous mettez en relation avec des entreprises. Je ne sais pas pourquoi il a sorti ce chiffre de 600, mais il s'avère qu'en fait, ça a été un peu un élément dans la vie de Staffme où je me rappelle très bien, le jour où on les a eus, c'était genre en 2021. Et à partir de là, on a continué à grossir. Aujourd'hui, on est plutôt à 1500 ETP. Et je trouve que cette notion, en fait, cette métrique donne vraiment à voir, en tout cas, fait réaliser ce qu'on fait au quotidien. Elle est intéressante parce qu'elle prend à la fois le nombre de missions. Moi, tu vois, instinctivement, le chiffre que j'aurais plus regardé, c'est le nombre de missions, le nombre de matching qu'on a fait. Mais ce qui est plus intéressant dans la tienne, sauf que la mission, en fait, ça peut être une mission d'une heure, voilà, ça peut être une mission d'une journée. Ce qui est plus intéressant dans la tienne, de... c'est qu'elle a aussi une notion d'intensité. Tout à fait. Elle match les deux, donc c'est vrai que c'est une bonne guideline. Et d'ailleurs, justement, est-ce que les business angels, est-ce qu'ils sont là que pour te donner de l'argent, ou est-ce que tu as aussi choisi tes business angels pour le rapport industriel, entre guillemets? Alors, pas industriel, dans le sens où il n'y a personne qui était de l'industrie du travail temporaire, mais par contre, c'était des entrepreneurs. Et donc... c'était hyper intéressant parce que c'est des entrepreneurs de secteurs très divers et donc qui avaient tous quelque chose à apporter. Et en fait, ce qu'ils vont t'apporter, ça va être de l'aide sur ton business, sur des trucs mais très, très basiques. Je pense à un qui s'appelle Arnaud Le Bihan. Je suis allé le voir et je lui ai dit, bah voilà, on est dans la merde, on a un comptable, je sais pas comment on l'a eu, mais il comprend rien à notre business, c'est une tannée, etc. Est-ce que tu n'aurais pas un bon comptable? Il nous a indiqué le nom d'un comptable qui était son comptable. On l'a depuis du coup maintenant 8 ans et il comprend parfaitement le business et c'est top. Et il y en a un autre, c'est on va lui dire, ah bah tiens, je vois que tu es en relation avec telle personne, qui travaille chez, je sais pas, H&M. Est-ce que tu pourrais nous faire une intro? Parce que nous, H&M, clairement, c'est le client parfait pour nous. Tu arrives justement à avoir un peu tes industries un peu stars. Ouais. Nous, c'est beaucoup... La vente. Ouais, vente. Donc, tout ce qui est fashion et food retail. Donc, fashion retail, H&M, Zara, Decathlon, voilà. On va faire un Levi's et tout. Food retail, Monoprix, Casino, Carrefour, tout ça. Hôtellerie-restauration, énormément. Surtout, j'imagine, l'été et l'hiver. Ouais, non, un peu tout le temps. Okay. En fait, tout le temps, parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre dans l'hôtellerie-restauration. Et donc, ils ont des besoins tout le temps. Et ça va du petit resto entrepreneur quasiment individuel à des grands groupes chaînés. Donc, on voit tous dans les sushis, dans les burgers. Voilà. C'est principalement ça. Après, on fait pas mal de tout ce qui est un peu
aide administrative, support administratif. Donc, ça va être des boîtes de services, start-up, etc. sur lesquelles on va faire la mise en relation pour du commercial, de la saisie de données. Et après, on a un tout petit peu de la logistique. Mais ça reste un petit marché. Ok. Et alors, si on essaie de comprendre un peu ton mindset au fur et à mesure, moi vraiment, ce qui m'intéresse, c'est les éléments déclencheurs à chaque fois. Tu as ta boîte qui marche bien, première levée de fonds Business Angel, deuxième levée de fonds un an après, c'est quand même assez rapide, je me rends pas trop compte, mais c'est des chiffres. Ouais, c'est assez rapide. Ok, très bien. J'imagine que ces gars-là, ils s'engagent pour une certaine période, c'est ça? Les fonds? Ouais. Les fonds, souvent, c'est pour 5-7 ans. Ok. Mais oui, en fait, ils n'ont pas vocation à rester. C'est pas des fonds, ce qu'on appelle evergreen, qui ont vocation à rester pendant des années. Mais souvent, les cycles, c'est 5-7 ans. Donc, toi, à ce moment-là, mais ça, je l'envisage pas. À ce moment-là, je l'envisage pas trop. Je me dis, en fait. T'es dans quel mindset à ce moment-là? Est-ce que t'es dans le mindset de faire la boîte la plus grosse possible? Est-ce que t'es dans le mindset de faire la boîte la plus rentable possible? Est-ce que t'es dans le mindset de faire une boîte qui va bien se revendre? C'est quoi ton mindset? Le mindset, avec mon associé, c'est de se dire, on va faire une boîte qui est à l'équilibre. Donc, c'est ce que je te disais. Ouais. Mais ça, assez vite, elle l'est. Ce qui était assez original. Et on veut, et notre indicateur de réussite, ce serait d'être racheté par un acteur de l'industrie. Et pourquoi on se dit parce qu'en fait, si on est racheté par un acteur de l'industrie, ça montrera qu'en fait, on a apporté quelque chose à l'industrie et qu'on est arrivé avec une proposition de valeur de qualité et innovante sur cette industrie. Ce qui a été le cas. Et ce qui a été le cas, en fait. En fait, en 2022, donc il y a 2 ans maintenant, on a été racheté par un groupe belge qui s'appelle House of HR, qui fait de l'intérim, des services RH, sur globalement 4 pays principaux, la France, la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas. Et eux nous ont rachetés pour justement être leur fer de lance digital sur la France. House of HR, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un groupe de taille assez importante, puisque ça fait 3,6 milliards de chiffre d'affaires, 5000 salariés. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est vraiment un acteur en très forte croissance. Donc, c'est une histoire entrepreneuriale fantastique. C'est une boîte qui a été fondée en 95, qui en 2012 faisait 300 millions d'euros et qui aujourd'hui fait 3,6 milliards. x10, ok. Voilà. Okay. Donc, surtout x10, et tu le connais en tant qu'entrepreneur sur des montants. Ouais, c'est ça. C'est pas x10, c'est pas x10 au 3 000 début, à 300 000 euros. À 30 000 euros. Et comment on se vend concrètement? Est-ce que c'est toi qui es à vendre et tu mets une petite annonce en mode bonjour, je suis à vendre? Non. Est-ce que c'est eux qui t'appellent? Est-ce qu'il y a des banques d'affaires qui font ça? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu Alors, nous, on n'avait pas le projet de vendre à ce moment-là. C'est eux qui sont venus nous voir en nous disant, bah voilà, ce qu'il faut voir, c'est que House of HR a une boîte dans le travail étudiant qui marche très très bien en Belgique. Ils avaient lancé une boîte en France qui s'appelait Now Jobs sur le même modèle que ce qu'ils avaient en Belgique. C'était le début, ils l'ont lancé en 2021, mais les démarrages n'étaient pas fantastiques. Et donc, ils se disent, en fait, si on veut avoir vraiment une implantation forte en France, il faut qu'on trouve un acteur sur le marché qu'on peut reprendre pour justement se développer en France. Et donc, ils viennent nous voir avec cette idée-là, en disant, en fait, l'idée n'est pas de vous absorber et de tout changer dans l'entreprise. C'est vraiment vous garder votre ADN entrepreneurial, vous continuez à vous développer, mais vous le faites avec nous. Et nous, ce qu'on va faire, c'est que nous, à l'époque, Staffme, on ne faisait que de la mise en relation entre des freelances et des entreprises. Et eux avaient monté leur boîte de travail étudiant en France sur le format de l'intérim. Et donc, ils nous disent, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va vous apporter cette entreprise. Nous, à House of HR, on va vous apporter Now Jobs. Et donc, vous allez pouvoir, sur une seule plateforme, proposer à la fois des jobs en freelance et à la fois des jobs en intérim. Et ça, pour nous, c'était top parce que ça nous permettait d'agrandir notre proposition de valeur, parce qu'il y a certains étudiants qui ne souhaitent pas devenir auto-entrepreneurs. Et donc, on peut leur proposer aussi des jobs en intérim. Il y a aussi certaines entreprises qui, traditionnellement, travaillent plus avec de l'intérim parce que le format de leur mission s'y prête plus, parce que les rôles qu'ils proposent s'y prêtent plus. Et donc, ça nous permet comme ça d'avoir la double proposition de valeur. Donc, ils t'ont séduit parce qu'ils n'ont pas dénaturé le travail que tu as fait, c'est ça? Exactement. Je pense que ça aurait été très différent si on avait un acteur, un big player qui était arrivé et qui nous avait dit
en fait, on voudrait vous racheter. Dans 6 mois, on aura changé le nom. Parce que voilà, on veut racheter, je sais pas, la techno, la base de données, etc. Ça, t'aurais dit non. Ça, je pense que j'aurais dit non. Ok. Et donc, tu es un peu dans une position de force, entre guillemets, parce que tu n'es pas vendeur. Donc, bah, tu écoutes, mais voilà. Comment tu fais pour être aligné avec ton associé? Parce que ça, c'est une question qui doit se poser. Alors, sans entrer dans tous les détails et tout, mais vous n'aviez pas parlé forcément de vendre. Comment ça se passe? Est-ce que tous les deux, vous êtes dans le même mindset à ce moment-là? Est-ce qu'ils vous ont convaincu tous les deux? Est-ce que soit toi, soit ton associé, vous avez dû un peu vous convaincre mutuellement? Comment ça se passe, ça? On est très alignés sur comme je te le disais, sur ce qu'on veut faire de Staff Me. C'est-à-dire qu'on se dit, on veut vraiment développer cette entreprise, avoir une entreprise à l'équilibre, une entreprise saine. On veut agrandir ce qu'on fait, dans le sens où ne pas faire que du job étudiant, mais faire aussi de la formation, faire de l'insertion, pour avoir vraiment un groupe d'entreprises. Et on s'est toujours dit que s'il y avait un acteur industriel qui venait nous voir, c'était une bonne chose, parce que ça prouvait qu'on avait vraiment fait quelque chose de différent, d'innovant sur l'industrie. Et donc quand ils viennent nous voir, en fait, on est assez alignés. On se dit, ok, c'est un peu le nouveau chapitre, c'est la suite logique. C'est ce qu'on attendait. On l'attend, dans le sens où on l'attendait. C'est le moment. On se disait que c'était le chapitre d'après. Il arrive maintenant. Il aurait pu arriver dans 3 ans. Il aurait pu arriver peut-être 2 ans avant. T'étais pas obsédé par le fait qu'il arrive, quoi? Pas du tout. Tu vivais ta vie tranquille d'entrepreneur. Pas du tout. Okay. Et surtout, en fait, comme on était à l'équilibre, enfin, on était même rentable. T'étais pas pressé. On n'était pas pressé. Et aussi, c'est ce qui a séduit ceux qui nous ont achetés, parce que en 2022. Le vent a déjà commencé un peu à tourner pour les startups. C'est-à-dire que on est 2022, début 2022, c'est la toute fin des énormes levées de fonds. Et on commence à entendre parler de, il y a une survalorisation des entreprises, des startups. Les business qui vont survivre, ce sont ceux qui sont profitables, ou au moins ont en tête un path to profitability. Et nous, en fait, on l'a déjà. Et donc, je pense que le fait de l'avoir déjà, en fait, pour House of HR, on sort du lot. Parce qu'ils se disent, ah bah tiens, ils ont eu une super croissance, ils ont un bon produit, ils ont l'air d'avoir craqué un truc sur ce marché du travail ponctuel. Et en plus, cerise sur le gâteau, ils sont profitables. Donc bref, tous les voyants sont au vert pour eux à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite alors? Là, t'as réussi des trucs de fou. J'ai cru voir, peut-être je me trompe, que tu es dans le 30 under 30. Alors, je le suis plus vraiment, parce que j'ai dépassé. Mais ce qui est quand même beau, une petite consécration dans le petit milieu. J'ai un autre classement maintenant, je suis dans le Choiseul, qui est donc les moins de 40 ans. Donc ça, j'ai encore un peu de... Ah là, t'as 7 ans devant toi. 7 ans devant moi encore. Okay. Bon, à part le fait que c'est sympa, mais on est d'accord que ça apporte rien. Ça apporte des choses quand même. Ça apporte un réseau. Okay. Si, t'as quand même un réseau. Oui, business. bien sûr, ouais, exactement. Tu rencontres en fait à des dîners assez régulièrement où tu rencontres beaucoup de gens. Je savais pas ça. Et donc ça te permet en fait d'avoir justement cette petite, de développer un peu une communauté. Et sur Forbes 30 under 30, pareil, t'as un peu un truc de promo. Enfin, je sais que les quelques-uns avec qui je suis, on est toujours en contact. Je pense, je sais pas, dans les plus connus, il y a Justine Hutto qui a monté Respire. Voilà, c'est beaucoup d'entrepreneurs là-dedans. C'est pas un critère, mais c'est beaucoup ça. Beaucoup des entrepreneurs. C'est comme dans ce podcast d'ailleurs, quand on cherche les parcours un peu d'excellence, les parcours atypiques et tout. En fait, c'est beaucoup des entrepreneurs qui ressortent, mais parce que en même temps, c'est impressionnant. Tu avais ton parcours qui était tracé en droit, tranquille. Tu aurais pu être avocat, tranquille, et ce à quoi tu avais été prédestiné entre guillemets. T'as dit non, c'est pas pour moi, je vais faire l'ESSEC, je vais monter une boîte, et t'as monté une des plus belles réussites entrepreneuriales, je sais pas si on peut dire ça, des dernières années en France, quoi. Non, est-ce que j'exagère? Je sais pas, je suis pas très bien placé pour répondre à cette question, et par humilité, je ne te dirais pas. Oui, évidemment, c'est une des plus belles réussites, mais oui, c'est une réussite, et comme ce que je dis souvent, par contre, c'est un peu une phrase de footballeur. Si on m'avait dit que j'en serais là quand j'avais 24 ans, j'aurais signé tout de suite. Ouais, c'est ça. Oui, évidemment. Et si j'essaie de prendre un tout petit peu de recul, parce que on arrive un peu à la fin de l'interview. Tout à l'heure, tu as commencé à donner des premiers conseils.
qui était lancez-vous, enfin si je Ouais. peux me permettre de résumer, mais lancez-vous, arrêtez de réfléchir sur votre papier, sur votre business plan, parce que... Aller sur le terrain. Ouais, et si je peux me permettre d'ajouter un truc, parce que rien ne va se passer comme c'est écrit sur le papier, donc Non. on peut écrire autant qu'on veut. Est-ce que tu aurais un ou deux autres conseils à donner à des futurs entrepreneurs en herbe qui nous regardent? Alors, ouais, le premier, c'est n'ayez pas peur, lancez-vous. N'oubliez jamais que la réalité de ce que vous faites, c'est votre client et c'est les euros de chiffre d'affaires que vous ramenez. C'est pas autre chose. C'est ça la métrique principale. Et puis après, je dirais, soyez fou, quoi. Soyez créatif, ça, c'est vraiment un truc de l'entrepreneur et j'en suis vraiment persuadé, c'est que l'entrepreneur, en fait, il voit une étoile que les autres personnes ne voient pas. Je crois que c'est... C'est pas mal dit, hein. Ouais, mais je crois que c'est celui qui a fait la théorie de la main invisible. Ouais, Adam Smith. Adam Smith qui dit ça, justement. Okay. Il dit, en fait, l'entrepreneur, c'est celui qui voit une étoile que les autres ne voient pas. Et c'est ce qui lui permet d'avancer, c'est ce qui lui permet d'avoir un côté un peu génial, créatif, etc. Parce que si il en parle avec ceux qui sont à côté de lui, et tous les rationnels, etc., on lui diront, mais en fait, tu t'accroches à un rêve qui n'existe pas, parce qu'eux, en fait, ils voient les nuages, ils ne voient pas les derrière. Exactement. Et donc, c'est vraiment ça. C'est quand tout le monde va dans le zig, elle est dans le zag. Ouais. Enfin, vraiment. Et essayez d'être le plus créatif possible, le plus innovant. On vous en voudra jamais pour ça. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir dépasser vos concurrents. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous faire de la place dans un marché qui est déjà important. C'est comme ça que vous allez pouvoir créer un marché s'il n'existe pas. C'est en faisant pas comme tout le monde, quoi. J'ai une dernière question, parce que tu as commencé l'interview par ça, et donc je me permets de t'en reparler. Tu as dit tout à l'heure que tu avais 3 enfants. Ouais. Comment tu organises ta journée et ton temps? Parce que là aussi, c'est assez impressionnant. Une boîte aussi grosse, une vie personnelle aussi remplie. Comment tu fais? Est-ce que tu as des journées à rallonge, ou est-ce que tu as réussi à déléguer, à t'organiser? Alors, j'arrive à peu près à m'organiser. J'ai un budget babysitter assez important, je dois l'avouer. Non, comment je fais? J'ai une chance, je dors pas énormément. Donc souvent, je me lève assez tôt, vers 6h, 6h30. Je fais pas mal de sport, donc souvent je vais courir. Après, je récupère mes filles pour le réveil vers 7h15, 7h30. Je m'en occupe, c'est moi qui m'en occupe tous les matins. Je les emmène à l'école, etc. J'arrive au taf vers 9h, 9h15. Je travaille, souvent je fais des grosses journées, donc en fait je les vois peu le soir. Je rentre en moyenne vers 20h30, donc je leur lis une histoire et je leur fais un bisou sur le front et après elles dorment. Et ça recommence. Et en fait, la chance que j'ai, c'est que le week-end, t'es off. Je suis pas off parce que j'ai jamais considéré mon travail comme un truc que je fais. Et puis quand je suis pas au travail, c'est plus le travail. J'ai vraiment toujours tout mixé. Et donc, par exemple, le week-end, quand mes filles font la sieste, parce que j'ai encore la chance qu'elles fassent la sieste, je travaille un peu. Okay. Mais je le vis pas du tout comme une contrainte ou comme pour le coup un pain. Tu vois. C'est vraiment... En fait, ça fait partie de mon équilibre de vie. Comme j'ai besoin de lire et courir et de faire du vélo, c'est naturel pour moi de travailler, de traiter des mails, de passer des coups de fil, etc. Donc c'est assez équilibré. Et ce que je dirais, la chance, en tout cas ce que je considère comme une chance, c'est que j'ai pas du tout de déplacement, très peu de déplacements qui demandent du temps. J'ai des copains qui travaillent dans des grosses boîtes. Ils sont 10 jours à Manille, après 5 jours à New York, après je sais pas où. Et en fait, c'est ça qui est dur. Toi, t'as pas ça? Moi, tous les soirs, quasiment, quelques exceptions près, parce qu'on a des bureaux à Marseille. Et donc ça, pour le coup, j'y vais plutôt sur 2 jours. Et parfois, je vais en Belgique aussi pour House of HR. Mais la majorité des semaines, je suis chez moi tous les soirs. Le week-end, je suis avec ma famille. Parfait. C'est ce qui me permet d'avoir un équilibre. Et écoute, c'était un échange vraiment passionnant.
Je te remercie, tu t'es livré en transparence et tout. Je te remercie, c'était vraiment très intéressant. On a bien repris tout ton parcours. J'espère vraiment ceux qui sont à la fois intéressés par les projets entrepreneuriaux et même tous les autres, parce que c'est une vraie belle histoire, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cet échange qu'on a eu. Je te remercie sincèrement. Merci. Et puis si je peux aider, faut pas hésiter. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Et avec grand plaisir, on va remettre ton lien vers ton LinkedIn. Salut à tous, merci de nous avoir suivis. Merci.